Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous emmène dans les rues de Chicago, plus précisément dans le quartier de Near West Side en 2017, où une femme nommée Rachel Collins a été victime d'une attaque terrifiante commise par un homme tout juste sorti de prison. L'histoire qui va suivre révèle comment une relation empreinte de violence a débouché sur une tragédie marquante, déclenchant une vague d'émotions et d'interrogations sur la véritable nature de la justice et de la vengeance dans l'une des plus grandes villes des États-Unis. Si vous appréciez ce récit, je vous invite à mettre un like à la vidéo et à vous abonner, car j'aimerais vraiment continuer à partager avec vous d'autres histoires tout aussi saisissantes. La victime, Rachel Collins, était connue dans son entourage comme une femme discrète mais chaleureuse. Elle avait 33 ans en 2017, vivait seule et s'était installée dans une petite rue bordée de bâtiments en briques rouges, où l'on croisait autant de familles modestes que de professionnels aisés venus chercher une proximité relative avec le centre-ville de Chicago. Rachel, grande d'environ 1,70 m, possédait de longs cheveux bruns, souvent attachés en queue de cheval, ce qui la rendait à la fois sportive et élégante. Ses yeux verts, intenses et expressifs, attiraient rapidement le regard de ceux qui la rencontraient, et elle portait une fine cicatrice près de la bouche, souvenir d'une chute durant son enfance. Ses proches la décrivaient comme une personne au tempérament calme, mais déterminée au plus profond d'elle-même. Elle travaillait comme comptable dans une petite entreprise locale, s'occupant principalement de la gestion des factures et des salaires pour des commerçants de quartier. Toutefois, avec le temps, un intérêt plus profond l'avait poussée vers la sphère sociale. Elle avait commencé à se porter volontaire dans des centres d'accueil pour femmes en difficulté, découvrant avec compassion le visage souvent invisible de la violence conjugale et de la précarité. Le passé relationnel de Rachel renfermait un chapitre douloureux qui allait prendre une importance capitale en 2017. Quelques années plus tôt, en 2003, elle avait vécu une histoire tumultueuse et destructrice avec un homme appelé Tobias Morgan, surnommé Toby. Cet homme de 36 ans, grand et massif, se démarquait par son allure à la fois imposante et sombre. Environ 1,85 m, des cheveux noirs coupés très courts et un regard si sombre qu'il paraissait parfois menaçant. Sur sa tempe droite, il arborait une fine trace de tatouage, vestige de son appartenance passée à un gang de rue de Chicago. Dans sa jeunesse, Toby avait multiplié les écarts de conduite, passant à plusieurs reprises par la case prison pour divers délits. Les raisons qui avaient attiré Rachel vers Toby demeuraient floues pour la plupart des gens qui les connaissaient. Peut-être l'attrait dangereux de la transgression ou l'envie naïve de croire qu'elle pourrait l'aider à s'en sortir. Quoi qu'il en fût, leur relation avait dégénéré au fil du temps. En 2003, à l'issue d'une énième dispute particulièrement violente, Rachel s'était retrouvée à l'hôpital, le visage tuméfié et le bras gauche fracturé. Des témoins avaient confirmé la présence de Toby sur place et la police était intervenue. Rachel, malgré sa peur, décida enfin de porter plainte. En expliquant aux enquêteurs les violences répétées et l'emprise psychologique qu'il exerçait sur elle, elle avait non seulement osé briser le silence, mais avait aussi accepté de témoigner lors du procès. Cette décision, capitale pour son propre salut, avait entraîné la condamnation de Toby à 14 années de réclusion. Devant la cour, elle n'avait pas hésité à détailler les crises de colère, les menaces, les agressions physiques et verbales. Le tribunal, sensibilisé à la gravité des faits et conscient des antécédents du prévenu, prononça la peine maximale autorisée dans ce cadre précis. Rachel, après avoir quitté la salle d'audience, espérait enfin tourner la page et retrouver une paix intérieure, même si elle se doutait que la douleur n'allait pas s'effacer d'un seul coup. Au sein de son cercle familial et amical, on percevait Rachel comme une battante qui s'efforçait de reconstruire sa vie. Quelques parents restaient inquiets,
craignant que Toby, depuis sa cellule, nourrisse de la rancœur. Les amis proches la soutinrent au mieux, proposant à Rachel de l'héberger ou de l'aider dans ses démarches administratives. Un collègue de travail, en particulier, décrivait Rachel comme méticuleuse et courageuse. Elle s'était remise à étudier et à envisager de nouvelles possibilités professionnelles, notamment dans le domaine de l'assistanat social. En parallèle, la jeune femme vendit l'appartement qu'elle partageait jadis avec Toby, chercha un petit logement pour recommencer à zéro et conserva précieusement une partie de l'argent afin de se mettre à l'abri. Bien qu'intimidée par le processus judiciaire qu'elle venait de traverser, elle avait conscience d'avoir fait ce qui était nécessaire. Pendant les années qui suivirent la condamnation de Toby, sa vie reprit un cours plus tranquille, même si elle refusa d'entamer la moindre relation amoureuse sérieuse, marquée par un traumatisme qu'elle préférait taire. En parallèle, Toby Morgan purgeait sa peine dans un établissement pénitentiaire de l'Illinois. C'était un environnement dur, où la loi du plus fort régnait souvent. Toby, ayant déjà trempé dans la vie de gang auparavant, possédait un certain capital de crainte et de respect parmi les autres détenus. Les officiers chargés de la surveillance le décrivaient comme un individu silencieux, parfois colérique, mais globalement obéissant aux règles. Il avait reçu diverses alertes disciplinaires au début de son incarcération, notamment pour s'être battu avec d'autres détenus au sujet de dettes mineures ou de rivalités de gang. Cependant, après quelques années, Toby se montra plus docile, tentant de se montrer sous un jour plus favorable pour obtenir des remises de peine. Un fonctionnaire de la prison rapporta plus tard qu'il voyait Toby parcourir souvent les journaux locaux, scrutant probablement les informations sur le monde extérieur. Les rumeurs couraient que Toby se renseignait spécialement sur Rachel, cherchant à savoir ce qu'elle était devenue, interrogeant au passage d'anciens comparses ou des contacts restés libres. Les échos au sein de la prison confirmèrent que Toby avait appris que Rachel avait commencé à travailler étroitement avec des refuges pour femmes battues, proposant du soutien, de l'écoute et parfois une aide administrative. Beaucoup affirmaient qu'ils se sentaient trahis. D'autres pensaient que cette volonté d'engagement social ne faisait qu'amplifier son ressentiment contre elle. Toujours est-il que l'idée d'une vengeance semblait germer dans son esprit. Selon certains témoignages, Toby répétait souvent qu'il voulait faire comprendre à Rachel ce que c'était de tout perdre. Ses accès de rage n'explosaient plus dans la cour de la prison, mais se traduisaient parfois par de sombres réflexions confiées à d'autres détenus. Lorsque son dossier de libération conditionnelle fut réexaminé, il se plia à toutes les exigences, adoptant un comportement exemplaire. Néanmoins, la date exacte de sortie, initialement prévue autour de 2017, resta suspendue aux décisions de la commission compétente. En 2017, Toby fut libéré pour bonne conduite, ce qui signifiait qu'il sortait avant d'avoir accompli entièrement les 14 années. À ce moment précis, Rachel n'était pas informée avec précision de la date exacte de cette libération. Officiellement, le système judiciaire prévoyait qu'une notification puisse être envoyée à la victime si elle en faisait la demande. Mais en pratique, soit l'information n'était pas parvenue jusqu'à elle, soit elle n'avait pas été correctement relayée. La jeune femme, plongée dans ses propres projets professionnels et bénévoles, ne se doutait absolument pas que Toby retrouverait la liberté ce jour-là. Dans le quartier de Near West Side, un mélange de boutiques branchées, de restaurants familiaux et de logements sociaux formait un puzzle bigarré. On y côtoyait chaque jour une population diverse, familles endettées, travailleurs immigrés, étudiants, salariés de bureaux. Cette disparité créait parfois des tensions, mais maintenait aussi une forme d'animation continue dans les rues. Rachel habitait une petite garçonnière, située dans un immeuble de briques au 3e étage, où l'escalier grinçait et le couloir n'était éclairé que par de faibles ampoules jaunâtres. Le jour où Toby apparut à sa porte,
l'immeuble semblait plongé dans le calme habituel d'un après-midi de semaine. D'après la voisine du dessous, qui fit plus tard une déposition, elle avait entendu des pas lourds dans l'escalier et reconnu la voix grave de quelqu'un frappant à la porte de Rachel. Cette dernière ouvrit, probablement surprise de découvrir son ancien compagnon en liberté. Rien n'indique qu'ils aient échangé beaucoup de mots. La voisine déclara avoir perçu seulement un « Qu'est-ce que tu fais là ?» prononcé par Rachel. Ensuite, un cri retentit, suivi d'un bruit sourd évoquant un choc brutal. L'analyse médico-légale révéla par la suite que Toby détenait une bouteille en plastique remplie d'acide. Lorsqu'il aspergea Rachel au visage, la substance caustique la brûla aussitôt, provoquant un hurlement déchirant. La panique gagna l'immeuble. Un voisin, sorti en trombe, aperçut le sol mouillé près de la porte, un liquide qui émettait une légère fumée et une odeur chimique insupportable. Rachel était recroquevillée sur le sol, hurlant de douleur, tandis que Toby se tenait au-dessus d'elle, figé, comme s'il contemplait sa victoire. La réaction rapide de plusieurs habitants de l'immeuble permit d'appeler les secours en urgence. Entre-temps, Toby ne chercha pas à s'enfuir très loin. Selon un témoin de la scène, il marchait lentement dans le couloir, encore sous le choc de son propre geste, comme s'il savourait l'idée d'avoir mené à bien son plan. L'un des voisins, plus téméraire, s'interposa, l'attrapa par la manche et l'obligea à rester sur place jusqu'à l'arrivée de la police. Toby, étrangement calme, ne résista pas. Les forces de l'ordre, arrivées sur les lieux quelques minutes plus tard, le menottèrent sans trop de difficultés. Rachel, elle, fut conduite d'urgence à l'hôpital le plus proche, où les médecins constatèrent qu'elle présentait de graves brûlures au visage et sur le haut du buste. La station de police de secteur fut chargée du dossier, dans l'immédiat, avant qu'une cellule d'investigation spécialisée dans les agressions graves ne prenne le relais. La révélation de ce crime provoqua un émoi considérable, d'autant plus que l'agression à l'acide demeure relativement rare à Chicago. Dès lors, une équipe d'enquêteurs chevronnés fut dépêchée. À sa tête, un officier de grande expérience, habitué aux affaires de violence conjugale, épaulé par un enquêteur plus jeune, spécialiste des preuves médico-légales. Leur mission consistait d'abord à comprendre la chaîne d'événements qui avait amené Toby à frapper à la porte de Rachel avec un produit hautement corrosif. Les enquêteurs commencèrent par recueillir les témoignages des résidents de l'immeuble. Plusieurs personnes racontèrent avoir vu Toby rôder dans les alentours quelques jours auparavant, scrutant les fenêtres comme s'il voulait confirmer l'endroit exact où vivait Rachel. En fouillant la scène du crime, les techniciens de la police trouvèrent des traces de pas humides, correspondant sans doute au moment où Toby avait renversé un peu de liquide sur le sol. La bouteille en plastique fut récupérée et envoyée au laboratoire pour analyse, confirmant qu'il s'agissait d'un acide sulfurique à forte concentration. Pendant que Rachel luttait contre la douleur et subissait des interventions d'urgence pour limiter les effets de la brûlure, Toby fut longuement interrogé au commissariat. Bien qu'il eût été surpris en flagrant délit, les enquêteurs voulaient établir un dossier solide, retraçant son état d'esprit et son parcours de prisonnier libéré. Il s'avéra que Toby nourrissait une haine farouche envers Rachel, et il ne s'en cacha pas. Selon les premiers propos recueillis, il déclara « Elle m'a tout pris, elle m'a envoyé en prison, elle m'a volé mon argent et elle a pourri ma réputation. » Du point de vue légal, la propriété qu'ils occupaient ensemble avant la condamnation avait été vendue par Rachel, qui, de toute évidence, disposait seule des droits sur le logement. Mais Toby, dont la compréhension des procédures juridiques était limitée, pensait qu'il avait droit à une partie substantielle de la vente. Son ressentiment semble avoir été exacerbé par des rumeurs selon lesquelles Rachel faisait pression pour empêcher qu'on ne lui accorde une libération anticipée. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, un détail attira l'attention des inspecteurs. Toby
n'avait commis aucune autre tentative de violence depuis sa libération, comme s'il n'était revenu que dans le but précis de se venger de Rachel. On découvrit ensuite que les jours précédant l'agression, il avait demandé à un homme de sa connaissance de se procurer des produits chimiques, sous prétexte de nettoyer un garage. Les enquêteurs interrogèrent cette personne, qui expliqua ne pas savoir à quoi Toby destinait réellement ses produits. Elle décrivit Toby comme mystérieux et en colère, mais admit que leur échange avait été bref. Les autorités vérifièrent par ailleurs la boutique où Toby avait acheté l'acide. Un employé se souvint en effet avoir vendu un liquide corrosif à un client, répondant à la description de Toby, lequel prétendait vouloir l'utiliser pour dissoudre des taches d'huile tenaces sur un sol en béton. Toutes ces pièces vinrent solidifier le dossier. D'un point de vue procédural, l'affaire semblait limpide. Toby avait un mobile, la rancune et le désir de vengeance. Il avait prémédité l'achat de l'acide et s'était rendu volontairement chez Rachel pour la blesser gravement. Pourtant, les enquêteurs gardèrent un œil ouvert sur d'éventuelles zones d'ombre ou d'autres suspects potentiels. Parfois, dans ce genre de drame, on découvre la complicité de tiers ou des motivations financières cachées. Ici, plusieurs personnes furent néanmoins interrogées sans résultat probant. Un collègue de Rachel, soupçonné de nourrir un ressentiment pour une simple querelle de bureau, fut rapidement écarté, faute d'indices. Une ancienne relation à elle, un individu rencontré brièvement après la séparation d'avec Toby, confirma n'avoir plus aucun contact avec Rachel depuis des années. L'équipe se rendit compte que personne d'autre que Toby ne présentait réellement un mobile ou une raison d'envahir le domicile de la victime avec une telle cruauté. Sur le plan forensique, les preuves s'accumulaient en abondance. La bouteille d'acide portait les empreintes digitales de Toby. Les caméras de surveillance d'un magasin, situé non loin du quartier, montraient clairement Toby en train d'acheter le flacon. Divers témoignages de voisins attestaient de sa présence dans l'immeuble. Rachel, lorsqu'elle se réveilla de sa première opération chirurgicale, répondit du mieux qu'elle put aux questions de la police, identifiant sans hésitation son agresseur. Tout convergeait vers Toby, qui, de toute manière, n'avait pas cherché à nier ouvertement les faits. Il semblait même en tirer une satisfaction morbide. Les médecins rapportèrent que Rachel aurait pu mourir si l'acide avait été projeté directement dans ses voies respiratoires ou si les secours étaient arrivés trop tard. Heureusement, le liquide s'était principalement répandu sur l'avant du visage et sur son épaule droite, causant de sévères dommages, mais permettant d'éviter un pronostic vital immédiat engagé. Au fur et à mesure de l'investigation, un aspect psychologique de l'affaire apparut comme déterminant. La vengeance, longtemps méditée par Toby. De nombreux témoignages de détenus, recueillis en prison, révélaient que Toby blâmait Rachel pour tout ce qui lui était arrivé. Il la considérait comme la responsable unique de sa longue incarcération, ignorant complètement le fait qu'il s'était lui-même rendu coupable de violence. Il la voyait comme la cause de ses années perdues derrière les barreaux et l'imputait également de lui avoir fait rater des opportunités financières. Ce fantasme de spoliation et de trahison aurait ravivé en lui une colère viscérale. Les enquêteurs comprirent à ce stade que l'attaque ne résultait pas d'un simple accès de rage, mais relevait d'un acte prémédité avec une dimension punitive. Sous la pression médiatique, les autorités locales accélérèrent la procédure d'inculpation. Chicago, déjà marqué par une criminalité fluctuante, découvrait dans la presse le portrait d'un homme sorti de prison qui s'en prenait à la femme qu'il y avait envoyée. Divers articles, relayés sur les réseaux sociaux, dénonçaient la violence récurrente envers les femmes, et plusieurs associations de défense des victimes de violences conjugales y virent un cas emblématique de la persistance du danger, même après une condamnation. Beaucoup se mirent à interroger l'efficacité du système de protection des victimes,
puisque Rachel n'avait visiblement pas été informée du jour de libération de Toby. Au même moment, dans la chambre d'hôpital où elle luttait pour récupérer des forces, elle dut faire face à la terrible réalité de ses brûlures. Les médecins prévoyaient d'emblée un long parcours de greffe et de soins de reconstruction. Son bras droit restait en partie immobilisé par des bandages épais, tandis que la moitié droite de son visage présentait des plaies que l'on tentait de stabiliser. Les proches de Rachel se relayaient à son chevet. Malgré la souffrance et les incertitudes sur son état futur, la jeune femme s'accrocha à l'idée de survivre et de reprendre un jour ses activités professionnelles et associatives. L'affaire passa rapidement entre les mains d'un procureur déterminé à obtenir la peine la plus lourde possible pour Toby. L'homme de loi souligna la préméditation évidente du geste, le degré extrême de violence et le fait que la victime avait déjà souffert de violences conjugales de la part de ce même individu. Il coordonna son action avec une avocate spécialisée dans les crimes à caractère domestique, dont le rôle consista à organiser le témoignage de Rachel, mais aussi celui des médecins et des témoins directs de l'agression. De l'autre côté, la défense de Toby fut confiée à un avocat commis d'office, qui tenta d'arguer de la fragilité psychologique de son client à la suite de son incarcération, et de la prétendue situation de désespoir dans laquelle il se serait trouvé. Toutefois, il était difficile de plaider la simple impulsion ou la folie passagère, étant donné l'écrasante somme de preuves indiquant que Toby avait soigneusement préparé son acte. Lors des audiences préliminaires, des témoins clés furent appelés à la barre. Une voisine de Rachel, celle qui avait entendu le hurlement et aperçu Toby dans le couloir, décrivit avec émotion la scène. Un voisin, qui était intervenu pour le retenir, raconta comment Toby n'opposa qu'une maigre résistance, comme s'il assumait pleinement son forfait. L'enquêteur principal présenta l'ensemble des éléments de preuve, relevés d'empreintes, tickets de caisse, témoignages et résultats de laboratoire. Les photographies de la scène de crime, ainsi que l'expertise médicale sur les effets de l'acide, eurent un impact certain sur le juge. Toby, assis dans le box des accusés, gardait un air fermé. Par instants, il semblait écouter avec dédain ou impatience, comme s'il trouvait superflu de nier l'évidence. Lorsque vint le tour de Rachel, elle apparut voilée d'un bandage partiel sur le visage, marquant de façon visible le traumatisme subi. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle expliquait comment elle avait reconnu Toby au moment où elle ouvrit la porte, son incompréhension initiale et enfin l'horreur absolue de sentir l'acide lui ronger la peau. Le silence dans la salle d'audience était presque complet. Certains spectateurs murmuraient leur indignation ou leur tristesse, voire leur colère. Le procès, qui s'ouvrit quelques mois plus tard, constitua une étape cruciale. C'était l'occasion de confronter Toby à sa responsabilité et de permettre à Rachel d'obtenir une forme de réparation légale, sinon morale. Les débats furent âpres. Le procureur se montra inflexible, insistant sur l'intention criminelle, l'acharnement et la souffrance irréversible infligée à la victime. Il souligna que Toby avait déjà un passé judiciaire lourd de violence, que la récidive était manifeste et que la société méritait d'être protégée de ses pulsions destructrices. L'avocate de l'accusation présenta un diaporama récapitulant l'historique de la relation, l'agressivité de Toby en 2003, la condamnation à 14 ans, le contexte de la libération en 2017, puis la planification de l'agression à l'acide. Elle mit en exergue le motif de vengeance et suggéra que Toby considérait Rachel comme une cible expiatoire de tous ses échecs. Du côté de la défense, la stratégie s'avéra plus délicate. Confrontée à un dossier accablant, l'avocat tenta de faire valoir l'enfance difficile de Toby, son immersion précoce dans un gang et l'influence néfaste d'une vie carcérale sur sa santé mentale. Il plaida une culpabilité atténuée par un contexte psychologique défavorable, tout en reconnaissant que le geste était intolérable.
Toby, quant à lui, ne facilita pas la tâche de son conseil. Durant l'un des interrogatoires sur la sellette, il affirma froidement qu'il estimait que Rachel méritait de subir une souffrance égale à la sienne. Il reconnut, en termes à peine voilés, avoir nourri cette haine pendant des années, persuadé qu'elle le privait du droit de retrouver sa vie et ses biens. Pour le jury, cette attitude arrogante, dépourvue de remords, rendait encore plus insupportable l'agression commise. La tension grandit au fil des témoignages, notamment lorsque l'avocate de la défense tenta de suggérer que Rachel aurait pu, de quelque manière que ce soit, attiser la colère de Toby en le poussant à bout. Cette insinuation provoqua un tollé, aussi bien de la part du public que de la partie adverse. Rachel resta digne, bien que secouée, réaffirmant qu'elle n'avait jamais cherché à se venger de Toby. Elle expliqua qu'à sa sortie de prison, elle n'avait d'ailleurs pris aucune initiative pour le maintenir enfermé. Selon elle, son histoire avec moi devait être classée. Je voulais simplement l'oublier. Cette phrase résonna comme la preuve qu'elle ne nourrissait aucune animosité particulière, que son seul désir avait été de se mettre en sécurité. Les arguments de la défense parurent dès lors de plus en plus fragiles, voire déplacés. Lorsque le procès arriva à sa conclusion, tout indiquait que Toby ferait l'objet d'une lourde peine. Les jurés, exposés à des preuves sans équivoque et à la personnalité même de l'accusé, ne semblèrent pas éprouver la moindre hésitation. Après des délibérations relativement courtes, le verdict tomba. Toby fut reconnu coupable de tentative de meurtre avec préméditation et usage d'une arme chimique. Aux États-Unis, l'agression à l'acide est rarement qualifiée simplement de violence ordinaire. Il s'agit d'un acte aggravé, susceptible de peines extrêmement sévères. Le juge prononça une sentence de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au plus tôt après 25 ans. Cette décision illustra la volonté des tribunaux de réprimer avec force ce type de crime, tout particulièrement lorsqu'il s'inscrit dans un contexte de violence conjugale répétée. Sur le plan personnel, Rachel dut affronter une convalescence semée d'embûches. Les médecins lui expliquèrent que ses cicatrices nécessiteraient de multiples opérations et qu'il subsisterait probablement une altération définitive de certains nerfs au niveau du visage. Malgré tout, elle fit preuve d'un courage admirable, soutenue par quelques proches et par du personnel soignant formé à accompagner les victimes de ce genre d'agression. Moralement, l'épreuve fut douloureuse. Les cauchemars, la peur de sortir en public, la culpabilité de s'être un jour attachée à cet homme violent, tout cela la hantait. Mais avec le temps, elle s'investit de plus en plus dans son travail de bénévole auprès des femmes ayant subi des agressions domestiques. L'idée que son histoire puisse inciter d'autres victimes à parler, à se défendre ou à se mettre en sécurité, la motiva à poursuivre sur cette voie. Au cours des mois suivant le procès, elle témoigna dans plusieurs conférences organisées par des associations locales, décrivant sans fard les séquelles physiques et psychologiques d'un tel drame, ainsi que la nécessité d'améliorer la prévention et le suivi des victimes après la condamnation de l'agresseur. Dans la communauté de Near West Side, cet événement laissa un souvenir amer. Les habitants prirent conscience de la fragilité de l'ordre public et de la persistance du risque, même quand un agresseur est emprisonné. On discuta beaucoup de la question du droit des victimes à être informées de la date de sortie de leur agresseur, afin de mieux se préparer ou de demander une protection policière. Certains militèrent pour des lois plus strictes en la matière. Un petit groupe de résidents créa une association de quartier, espérant tisser des liens de solidarité et mieux soutenir ceux qui, comme Rachel, faisaient face à des menaces réelles dans leur propre foyer. L'affaire Toby devint un signal d'alarme, motivant plus de vigilance. Des voisins de Rachel, notamment, regrettèrent de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la libération de Toby. Ils auraient juste pu lui suggérer d'aller passer un temps hors de Chicago, chez un parent ou une amie,
en attendant de clarifier la situation. Malgré la condamnation exemplaire, certains se demandèrent si Toby continuait à nourrir de la rancune. Sa plaidoirie et ses déclarations publiques indiquaient un esprit obsédé par la revanche, prêt à tout pour faire payer Rachel. Mais, enfermé à perpétuité, il ne lui restait plus guère de moyens d'action, sinon au travers d'éventuelles lettres ou contacts extérieurs. Pour Rachel, l'idée même de recevoir un courrier de Toby la terrifiait. Aussi fit-elle le choix de demander une mesure d'éloignement stricte. Le juge lui accorda cette protection, interdisant formellement à Toby d'entrer en contact avec elle, sous peine de poursuites pénales supplémentaires. De plus, des mesures furent prises pour éviter que des complices de Toby ne la menacent. Bien qu'il n'existât aucune preuve qu'il ait encore des relations actives dans son ancien gang, Rachel, sous l'effet de la peur, préféra rester prudente. Les enquêteurs demeurèrent attentifs quelque temps, mais l'absence de preuves tangibles que Toby cherchait à poursuivre sa vendetta au moyen d'intermédiaires finit par dissiper ses inquiétudes. Dans les mois qui suivirent, l'attention des médias se porta sur le rétablissement de Rachel. Certains articles révélèrent l'étendue des blessures, insistant sur l'aspect dévastateur de l'acide. Des experts médicaux expliquèrent publiquement que le temps de guérison, sur le plan physique, s'échelonnerait sur plusieurs années et que l'accompagnement psychologique serait tout aussi indispensable. Rachel reçut un fort soutien moral de la part d'autres victimes de violences conjugales, souvent persuadées que son témoignage contribuait à sensibiliser l'opinion. D'ailleurs, des associations féministes et certains groupes communautaires du Near West Side commencèrent à recueillir des fonds pour aider Rachel à payer les coûts de chirurgie plastique qui n'étaient pas entièrement couverts par son assurance santé. De petits événements caritatifs furent organisés, comme des ventes de gâteaux ou des soirées de soutien pour lever des fonds destinés à financer les soins et la thérapie post-traumatique. Au cours de sa reconstruction, Rachel put compter sur l'accompagnement continu d'une psychologue spécialisée dans le suivi des victimes d'agressions à l'acide. À travers de longues séances, elle apprit à gérer sa colère, son sentiment d'injustice, mais aussi un curieux mélange de culpabilité et de honte. La psychologue l'encouragea à verbaliser les détails, à raconter son parcours, afin de lui permettre de comprendre qu'elle n'était pas responsable de ce qui lui était arrivé. Peu à peu, ce processus la renforça. Certains de ses proches remarquèrent qu'elle utilisait cette terrible expérience pour renforcer son implication dans la prévention des violences conjugales, persuadés que si la loi et les procédures de suivi avaient été mieux fonctionnées, Toby n'aurait pas pu la surprendre si facilement. Rachel engagea des contacts avec des organismes gouvernementaux afin de faire évoluer les protocoles d'information aux victimes de violences, notamment quant aux conditions de remise en liberté de leurs agresseurs. Bien qu'elle ne disposât pas de l'aura d'une personnalité publique, son histoire la plaça sous la lumière des projecteurs, offrant l'occasion de faire bouger les mentalités. Pour la police et le procureur, cette affaire mit en exergue plusieurs problématiques majeures. D'abord, la gestion des détenus au sein d'un pénitencier, où la réhabilitation semblait superficielle et où un individu pouvait nourrir une haine incontrôlée des années durant. Ensuite, la difficulté de protéger les victimes lorsqu'il n'existe pas d'éléments prouvant une menace directe immédiatement avant la libération de l'agresseur. Enfin, l'agression à l'acide, plus rare aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, soulevait la question de l'accessibilité de certains produits chimiques dangereux dans le commerce. Il fut brièvement envisagé de contrôler plus sévèrement la vente de ces substances, mais le débat se heurta à différents lobbies industriels. Néanmoins, la médiatisation de l'affaire Toby poussa plusieurs élus locaux à proposer un encadrement accru de l'achat d'acide, en imposant par exemple un enregistrement d'identité pour tout acheteur. Pour l'instant, ces propositions demeurèrent à l'état de projet législatif,
Tandis que Toby restait confiné dans une prison fédérale, se voyant refuser toute permission de sortie, le procureur souligna la satisfaction du bureau chargé de l'affaire. Obtenir la perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle seulement après 25 ans signifiait pratiquement que Toby était neutralisé pour le reste de sa force adulte. Les défenseurs des droits des femmes louèrent un verdict exemplaire. Pourtant, certaines voix critiques trouvèrent la peine trop sévère, arguant que le système carcéral n'offrait aucune perspective de réinsertion réelle à Toby, pas plus qu'il n'atténuait la souffrance de Rachel. On entendit quelques arguments en faveur d'une prise en charge psychiatrique, mais la violence de l'acte commis rendait la majorité de l'opinion publique peu encline à la clémence. Un jour, dans un entretien informel avec un journaliste local, Toby admit « Je voulais juste qu'elle paie. Elle a brisé ma vie, alors j'ai brisé la sienne. » Ce mépris évident à l'égard des conséquences sur la victime renforça la conviction que la sentence était justifiée. Au niveau pénal, l'affaire était désormais close. Les appels éventuels déposés par l'avocat de Toby ne menèrent à aucune réduction de peine, compte tenu de la gravité des faits et de la détermination de la Cour à protéger la société. En revanche, les conséquences sur la communauté demeurèrent palpables. Les habitants du secteur de Near West Side furent incités à s'engager davantage dans des programmes de vigilance de quartier et à encourager l'entraide entre voisins pour éviter d'autres tragédies. Les points de rencontre publics, comme les parcs ou les cafés, se mirent à diffuser des affiches de prévention contre la violence conjugale et des informations relatives aux structures d'accueil d'urgence. Une partie du voisinage espérait que l'exemple de Rachel, la force dont elle faisait preuve pour se relever, pourrait inspirer d'autres victimes piégées dans un engrenage de brutalité domestique. Pour Rachel, après le verdict, commença véritablement le long chemin de la reconstruction. Lorsqu'elle regardait son reflet dans un miroir, elle ne voyait plus la même femme. Une partie de son visage fut altérée par les brûlures, malgré les soins intensifs des chirurgiens. Sa confiance en elle, déjà mise à mal après les violences initiales de 2003, prit un nouveau coup. Paradoxalement, cette cicatrice devint aussi le marqueur indélébile de son combat et de sa survie. Elle conserva un lien étroit avec l'association locale d'aide aux victimes, devenant même coordinatrice d'un programme d'autodéfense et de soutien juridique. Désormais, elle osait prendre la parole en public pour expliquer que le danger ne disparaît pas toujours avec l'emprisonnement d'un agresseur. Ces discours, parfois retranscrits dans la presse, mirent en lumière la nécessité d'un suivi psychologique sérieux pour les criminels violents, afin d'empêcher qu'ils nourrissent dans l'ombre un désir de vengeance. À mesure que le temps passait, Rachel parvint à tisser de nouveaux liens sociaux et à nouer des amitiés sincères avec d'autres bénévoles et survivantes. Cette solidarité féminine, forgée dans la douleur, lui offrit une forme de soutien moral et lui rappela qu'elle n'était pas seule. L'agression dont elle avait été victime n'était pas le fruit d'un hasard ou d'un dérapage soudain, mais bien le dernier acte d'une longue série de violences conjugales. Parler de son histoire lui permit de mettre en garde ceux et celles qui se demandaient s'il était sage de faire confiance à un partenaire déjà violent. Même si parfois ses nuits restaient hantées par le souvenir du liquide corrosif lui dévorant la peau, elle trouva peu à peu la force de sortir, de mener un semblant de vie sociale. Dans le même temps, elle continua son travail de comptable à temps partiel, se ménageant des phases de repos pour ne pas retomber dans un épuisement physique et nerveux. Au fil de l'enquête et du procès, les choses furent plus claires. Toby avait bien calculé son coup, s'étant procuré l'acide et préparant son attaque avec une hargne méthodique. La reconstitution faite devant la cour montra qu'il avait eu l'intention de tuer ou de mutiler gravement. L'impression générale laissait peu de place au doute. Cette agression n'était que l'aboutissement d'une haine nourrie pendant 14 longues années, alimentée par la colère
et les mensonges qu'il se racontait à lui-même. Ce qui frappa le plus les psychologues impliqués dans l'affaire, c'était la notion de projection qu'opérait Toby. Au lieu de reconnaître sa responsabilité dans la destruction de son couple, il imputait tout à Rachel, allant jusqu'à nier la légitimité de son témoignage lors du premier procès. Il s'agissait là d'un phénomène fréquent chez les délinquants violents, qui se considèrent comme victimes d'un système ou de la personne qui les a dénoncés. Du point de vue judiciaire, ce cas souligna également une réalité parfois sous-estimée. Même si un individu violent est condamné, ses pulsions de vengeance peuvent perdurer et se renforcer dans un environnement carcéral où l'on n'opère pas toujours un travail de réadaptation psychologique en profondeur. Le manque de ressources des prisons, la surpopulation et les rivalités de gangs y constituent un terrain propice à l'émergence de fantasmes de représailles. Toby illustrait parfaitement cette dérive, gardant en tête une unique obsession, faire souffrir Rachel comme il estimait avoir souffert lui-même. Peut-être espérait-il l'avoir changé de visage, portant à jamais l'empreinte de son acte, tout comme lui garder la marque infamante de son passé criminel. Le tribunal, en rendant son verdict, envoya un message clair. La société ne tolérait pas ce type de vengeance, et la prison restait la seule réponse proportionnée à un crime d'une telle cruauté. L'impact sur la vie de Rachel se répercuta également sur le long terme. Bien que certains médias l'aient sollicitée pour raconter son histoire, elle refusa de tomber dans le sensationnalisme. Elle accepta quelques interviews, mais veilla à ce que les échanges restent centrés sur la prévention de la violence domestique et sur le parcours du combattant que représente la reconstruction d'une victime d'attaque à l'acide. En parallèle, elle poursuivit une action discrète pour améliorer la législation. Elle rencontra des responsables locaux en compagnie de représentants d'associations, afin de plaider pour une meilleure information des victimes sur la sortie de prison de leur agresseur et pour la mise en place de mesures de surveillance plus rigoureuses. Sans être toujours entendue à l'échelle fédérale, elle contribua à faire émerger des débats et à secouer la conscience collective sur la question des femmes victimes de violences graves. Dans la conclusion de cette affaire, on retiendra l'histoire d'un homme qui n'a pas supporté la liberté gagnée par Rachel en 2003, lorsque celle-ci mit fin à une relation marquée par la peur. On retiendra aussi le parcours d'une femme qui, après avoir témoigné en justice, a été obligée de revivre l'enfer d'une agression brutale, juste parce que la haine de son agresseur n'avait jamais été éteinte. On retiendra enfin que la justice, cette fois, a agi avec fermeté et rapidité, condamnant Toby à passer la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. Mais pour Rachel, rien ne pourra effacer les séquelles physiques et émotionnelles qu'elle subit encore aujourd'hui. Malgré tout, il y a dans cette histoire le signe d'un espoir, celui que la parole des victimes puisse être entendue, que la société évolue pour mieux protéger ceux qui se trouvent en situation de danger. Chaque conférence à laquelle Rachel participa, chaque rendez-vous avec une victime qui osait confier ses propres violences subies, furent autant de preuves que son engagement faisait bouger les lignes, au moins à son échelle. C'est ce chemin vers la résilience et la bienveillance qui donne sens à la tragédie qu'elle a endurée. Je vous remercie d'avoir suivi toute cette histoire, d'avoir partagé avec moi l'intensité de ce drame et l'espoir d'une meilleure protection pour les victimes. J'ai trouvé un immense courage en racontant ce récit, persuadée qu'il pourrait aider d'autres personnes à prendre conscience de ces dangers cachés dans nos entourages. J'espère que mon témoignage a été à la fois instructif et marquant. Je vous remercie chaleureusement d'être resté jusqu'au bout et de me soutenir de cette façon. C'est un grand honneur pour moi de savoir que vous suivez mes contenus. N'hésitez pas à parcourir les autres vidéos qui se trouvent ici. Vous y découvrirez d'autres récits marquants, d'autres enquêtes et d'autres facettes de la justice. Je suis ravie d'avoir pu partager cette affaire avec vous et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes. À très vite.
et prenez soin de vous.